Les amis, aujourd'hui on repart pour une petite discussion automobile en présence de Fabien, en présence de ma personne. On a pas mal de sujets. Je vous le dis tout de suite, c'est quand même un petit peu en impro. Avant le grand week-end, on va kiffer. Et première étape dont on doit parler, c'est la Renault 5 Turbo 3 à 155 000 €. Parce que, Fabien, dis-moi ce que t'en penses en termes de prix. Est-ce que tu trouves ça cher ou pas trop cher? Alors, quand tu regardes t'entends ce prix, tu te dis ah oui, c'est violent. Tu repenses au Clio V6, aux trucs comme ça. Ouais, c'était pas aussi cher et aussi loin d'un prix d'une voiture de série entre guillemets. Cela dit, on parle d'une voiture qui n'est plus vraiment une R5 en fait, c'est un châssis en carbone, c'est une supercar mais qui ressemble à une R5 quoi. Châssis carbone, les moteurs électriques sont spécifiques il me semble avec des technologies nouvelles c'est des moteurs dans les roues directement. Voilà donc déjà rien que ça pousse un peu le niveau. C'est du spécifique donc qui dit spécifique dit petite série dit au final en vrai, je la trouve presque pas si chère comparée à une A110 ultime. Merci. Et surtout, en vrai, on va en parler un tout petit peu après, mais moi, je viens d'essayer la 290 qui vaut 44 000 € en version GTS, un truc comme ça. Et en vrai de vrai, si tu multiplies le prix de cette R5 Turbo 3E face à une A290, je trouve pas ça si cher. Alors, point important, on l'a pas conduite. On ne sait même pas ce que ça vaut vraiment en performance, à quel point ce sera typé, même si la logique voudrait que ce soit très typé. Mais sur le papier, quand tu compares à une A290, 155 000 € pour une voiture de très petite série, c'est pas si cher. C'est ça aussi, c'est qu'il y a le côté collector. Le côté collector fait que, mine de rien, on va être quand même sur quelque chose qui va sûrement garder de la valeur. Même si on peut se dire que les voitures électriques, il y a quelques exemples qui font que la AMC 20 qui finalement ne sort pas en électrique parce que personne en veut, l'Alpha 33 qui est dispo en Stradale, un truc comme ça. Ouais, qui est dispo en version thermique et en version électrique. A priori, quasiment tout le monde a pris la version thermique. Bon, du coup, là peut-être l'électrique sera le collector de la mort dans quelques années. C'est combien d'unités? Je sais plus, mais c'est très peu. C'est très peu. Mais globalement, c'est plus ça. Tu te dis bon, à l'électrique, à date, c'est pas ce qui vend le plus sur les voitures très chères. Mais là, pour le coup, je pense que le côté historique, le côté collector et je pense le côté cool de la voiture, moi j'ai envie d'y croire. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils ont parlé que sur les précommandes, là, ils en avaient déjà vendu plus de 500, il me semble. Je crois que le dernier chiffre qui a été donné, genre hier, c'était 700. Ah oui, Mais par contre, il y a une question à poser là-dessus, parce que c'est vrai que sur le papier, est-ce qu'ils ont pas un petit peu abusé sur le nombre d'exemplaires? J'ai vu un journaliste, j'ai plus son nom, mais qui disait que, entre guillemets, le fait qu'elles soient pas toutes réservées dans les 24 heures, c'était une sorte de forme d'échec, parce que théoriquement, sur une voiture aussi exclusive, si t'avais l'aura nécessaire, tes 1980 exemplaires, ils seraient tous partis. Et, dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai un avis sur la question par rapport à un truc. Non, à ton avis, je crois que tu avais un avis. Oui, je vais le donner, mais en gros, selon toi d'abord, est-ce que c'est trop ou pas assez? Trop. Est-ce que c'est abusé d'en faire autant? Il y a trop d'exemplaires. C'est vrai que tu perds le côté hyper exclusif. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des réalités derrière si on veut pas que le prix soit de 800 000 €, il faut en vendre plus que 200 quoi. D'ailleurs, c'est là où je trouve que Renault a bien joué la transparence, ce que tous les constructeurs ne font pas, c'est que quand vous allez sur le site, quand ils ont annoncé que les réservations étaient ouvertes, ils disaient très bien que les 50 000 € étaient là pour participer au développement. Et il y a beaucoup de phrases qui sont au conditionnel, c'est-à-dire que ils disent par exemple certains propriétaires pourront voir les équipes de design, certaines choses seront possibles sur la voiture. Je crois que d'ailleurs la réservation à 50 000 €, elle était à la base pour les 500 premiers clients. Ou non, le prix de 155 000 €, je crois qu'il était pour les 500 premiers clients. Alors s'il y a beaucoup de réservations, je pense qu'ils s'en tiendront à ce prix-là, mais il y avait quand même une notion de, écoutez, si en plus on galère un peu à les vendre, pas impossible qu'une fois que la production est lancée, ça soit plus cher. Mais il y a ce côté de vraiment dire les choses et de dire, c'est quand même un développement qui certes est exceptionnel, mais qui reste technique même pour une entreprise comme Renault. Donc attendez-vous à ce que en cours de vie, il y ait des modifications et que potentiellement les prix puissent varier, les possibilités, etc. Et là, c'est spécial dédicace à Elon Musk et aux mecs qui ont lâché 250 000 $ il y a je sais pas combien d'années, 5-6 ans peut-être maintenant. Ça commence à faire sur longtemps. Les Tesla Roadster, ça fait longtemps. où il y avait des éditions
où c'était les Founder Edition, là c'était 250 000 $, je crois, un truc comme ça. Je dis peut-être un chiffre à la con, mais en tout cas c'était le prix de la bagnole. Et on sait toujours pas qu'est-ce qu'il y aura dans cette voiture, quand est-ce qu'elle sortira, les specs. Il y a peu de chances que ça soit les specs réels. Alors peut-être elles seront mieux vu que l'évolution technologique, mais concrètement, ces gens-là, leur argent, il est parti. La vraie question, c'est même est-ce qu'elle va être faite cette voiture au final? A priori, oui. Ils en parlent toujours, mais c'est pas la priorité. Mais ça arrivera. Ouais, non, c'est chaud. Avec leur technologie, des trucs de jet dans de réacteurs pour. J'ai pas suivi ça. Mais on n'a rien vu, donc voilà. Mais en tout cas, c'était juste Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un P. Je te jure, j'ai entendu un P. Mais attends, faut quand même qu'on avance un petit peu. Vous nous direz ce que vous pensez de cette R5 Turbo 3E. Moi, comme vous le savez, je l'ai vu. On vous a fait la présentation sur le style. J'avoue que quand j'ai pu parler avec, j'ai oublié son prénom, mais la personne qui est au développement technique, la partie routière de la voiture. Ce gars, j'aurais voulu l'interviewer parce que quand vous voyez la passion et comment il croit en son projet, j'avoue que c'est rassurant. Bah ouais, enfin on sait que globalement, il y a que des gens qui ont fait des trucs vraiment cool sur ces projets, les anciens Renault Sport, Alpine, etc. Enfin, en tout cas, j'ai aucun doute sur le fait que ça soit cool à conduire. Est-ce que l'émotion côté le fait que ça soit électrique, bah est-ce que ça sera au rendez-vous? Je pense en perf oui, en fun de dynamique, je pense que ça sera marrant, ça va glisser, machin. Tout. Est-ce que vraiment ça sera une voiture marquante dans l'histoire de l'automobile? Pas sûr, mais en même temps, c'est quand même hyper cool que quelqu'un le fasse. Que regarder en face les autres constructeurs. À part Hyundai qui s'amuse un peu à faire des trucs, mais qui pour le moment sort des voitures quand même cool, mais pas folles en termes de, enfin ils sont pas allés aussi loin que là-dedans. Là ils ont fait leur Instéroïde. Mais du coup, attends, ça pour moi c'était même pas une vraie voiture, c'était un délire de. Oui, c'est un délire. Pour c'est un prank presque. Enfin oui, mais je sais pas. Parce que je crois qu'ils ont présenté que des 3D. On sait pas si ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire justement avec l'accueil du truc. Mais pour le moment c'est un peu tout. Mais après, ceci dit, il faut quand même le dire. En réalité, la Ioniq 5N, c'est vraiment un monstre de folie. Tout à l'heure, je me suis dit, en vrai, ce serait très intéressant de faire un comparatif avec le Porsche Macan qui est un Porsche Macan Turbo en version électrique qui est moins puissant. Et honnêtement, à part le fait que ce soit une Porsche, Hyundai leur met une tarte sous tous les aspects. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre de tes essais. Ouais, non, c'est de la folie. Enfin, je veux dire, la Porsche, on va en venir au sujet. Je viens d'essayer l'Alpine à 290. J'ai passé une semaine avec. J'ai fait plus de 1500 bornes. On va pas tout vous dire parce que j'ai une vidéo à vous vendre un petit peu plus tard quand même. Mais il faut qu'on en parle 3 secondes. Et le truc qui est marrant, c'est que du coup, je réfléchissais un petit peu à toutes les voitures électriques que j'ai aimées. Et l'Alpine se classe, selon moi, dans le top 3. Et je réfléchissais, mais je dis, attends, t'as quand même essayé un Macan Turbo et c'était bien. Mais en fait. Une Taycan aussi. Ouais. Mais en vrai, c'est plus déjà une histoire d'homogénéité et d'utilisation réelle. Et en fait, la Porsche Macan, une fois que tu l'as conduite, et que oui, c'est Porsche, donc c'est très fort. Ouais, après, on oublie, quoi. Alors qu'une Ioniq 5N, les potes, autant vous dire que elle vous traumatise un peu la vie, et cette fausse boîte mécanique là, c'est quelque chose de complètement fou pour votre cerveau. Et après la Taycan, pareil, c'est la folie d'un point de vue performance, mais c'est pas non plus une voiture qui, à part pour le côté, j'ai découvert pour la première fois un niveau de performance que mon cerveau n'était pas censé vivre normalement dans un monde sans électrique. Ça reste pas aussi marquant que la Ioniq 5N, et la 290, c'est pas le côté marquant qui m'a intéressé, c'est le côté polyvalent et à un niveau que j'attendais pas. Mais Fabien, il y a qui? Comment? Parce que du coup, tu parlais de la Ioniq, tu parlais de la 290 et tu parlais de top 3. C'est quoi l'autre? Franchement, je mettrais Tesla Model 3 facelift. Mais encore une fois, parce qu'en fait, c'est plutôt c'est pas une histoire de performance. Non, c'est pas juste la performance, c'est plus par exemple, la Model 3, franchement, jusqu'à la 290, c'était entre guillemets la meilleure voiture électrique global que j'avais essayé. Et pourtant, il y a des trucs qui me font chier chez Tesla. Allez voir la vidéo, ils sont relous sur plein de trucs. Mais à rouler, pour une voiture qui en plus à la base n'est même pas à caractère un peu dynamique dans la manière dont ils te la vendent, c'est tellement bien paramétré, c'est-à-dire que franchement tu peux te faire plaisir et mettre un peu de rythme. De l'autre côté, tu peux l'utiliser comme la plupart des gens et rouler à 2 à l'heure et pas faire grand chose avec. Et en même temps, le travail qu'ils ont fait sur les liaisons au sol pour que la voiture te donne des sensations et que tu comprennes à peu près à tout moment ce qui se passe et que tu te sentes vraiment aux commandes entre guillemets de la conduite est franchement très agréable.
Et les évolutions sur l'insonorisation, sur la filtration de la route et tout font qu'au quotidien, c'est un bonheur à utiliser. Et après, j'ai essayé une A290 qui, elle, joue pour le coup la vraie carte de la sportivité. Et tu l'utilises, au début je suis en mode ah putain il y a des trucs qui m'embêtent et plus tu l'utilises dans la vraie vie et aussi tu vas explorer un petit peu le côté sportif et plus tu te dis putain mais en fait bah ouais c'est vraiment une GTI et c'est même mieux qu'une GTI thermique comme on les a connues. Et je parle pas du côté extra les versions les plus sportives, je parle vraiment des GTI entre guillemets de base parce que le côté niveau de confort il est abusé parce que voiture électrique, moteur silencieux, effet tapis volant et parce que aussi double butée hydraulique qui font que en fait là où généralement ta sportive elle va être un petit peu chiante sur un dos d'âne, sur des petits trucs du quotidien, bah là c'est n'importe quoi parce que précision importante, les voitures je vais les chercher à Paris donc première étape qui te donne déjà des informations sur ce que tu vas vivre, c'est les 500 bornes pour descendre à Lyon. Et bon, la batterie c'est compliqué, mais quand t'enlèves le paramètre de la batterie, pour une voiture qui est entre guillemets une citadine, enfin citadine c'est devenu gros aujourd'hui, mais qui est une citadine dans le segment automobile, franchement les 500 bornes, si à part les points de recharge, je les ai fait mais en moonwalk, c'est abusé comme c'est confortable, bien insonorisé, les petites déformations de l'autoroute elles passent toutes seules. Et en plus sono de Vialet donc mais vraiment et je me suis dit putain en fait on vit dans un monde où tu peux avoir une petite voiture comme ça qui avant était vraiment pas celle qui était une invitation à prendre la route longtemps et là aujourd'hui tu peux le faire sans souci. Il y a le problème de la batterie mais bon voilà quoi, c'est la réalité du truc, c'est à un moment donné tu peux pas mettre une grosse batterie, soit tu payes la voiture chère, soit ta voiture pèse 2 tonnes, il y a des choix qui ont été faits. Oui, t'arrives aux limites du concept après quoi. Exactement et en vrai c'est dommage, on n'a pas réussi à se caler avec Fabien pour qu'il la roule parce qu'il aurait pu vous donner un avis étayé sachant que c'est quand même un extrémiste de la sportive et que selon lui cette voiture ne peut pas être bien. Non. Mais j'essaierai. Bah c'est quand même un peu un avis qui va à l'encontre. Ne peut pas être bien, c'est que à mon sens, le problème c'est que un amateur de sport quoi ça enregistre pas putain de ça. Non. Mais non. Comment t'as fait? Ah, sa mère la pute, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, faut que je check un truc. Il y a deux possibilités. Soit je l'ai vraiment pas lancé. Non, je l'ai pas lancé. Putain, mais je suis une merde! Alors, le truc sympa, c'est qu'en soi, on a du son là. Et là. Donc en soi, on a un son à peu près potable. Ok, peut-être qu'on n'avait pas lancé le son. Fabien était en train d'expliquer son opinion sur la 290. Maintenant, théoriquement, le son est de bien meilleure qualité. Profitez-en. Voilà, bon... Du coup, je revenais au point, tu disais, je suis extrémiste et je pense que la voiture ne peut pas être bien. C'est pas vraiment ça. Et on en revient un peu à la vidéo qu'on avait déjà faite la dernière fois, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est que je suis historiquement potentiellement client. Enfin, j'ai eu plein de voitures de GTI de ce type-là. J'adore ce format de voiture, qui est à la fois polyvalent, mais qui te permet d'aller faire un peu le con, soit en road trip, soit sur circuit, à des coûts assez limités. C'est des voitures super marrantes. Enfin, c'est vraiment des choses que j'aime et que j'achète. Bon, déjà là, le fait est que maintenant on est dans des gammes de prix qui font que je n'achèterai pas ça neuf à ce prix-là, hein, c'est sûr. Je me tournerai toujours vers l'occasion, mais peu importe. Mais le fait est que là, concrètement, ce qui est proposé ne correspond pas du tout à ce que moi j'attends d'une GTI, dans le sens où elle est typée plus GT, donc elle n'a pas l'autobloc, elle n'a pas tous ces trucs, et tu en parleras dans ta vidéo je pense, et qu'il y a ce côté un peu sportif pur et dur, et surtout cette histoire de batterie. Alors je sais pas si je peux spoiler les chiffres, si, mais tu me disais globalement petit trajet en montagne un peu énervé, t'étais à moins de 200 km d'autonomie et c'est compliqué, c'est-à-dire que sur des road trips, si vraiment tu enchaînes plusieurs cols, parce qu'en plus, si tu fais pas mal de cols en vallée, machin et tout, tu vas être à des niveaux qui vont être compliqués, quoi. Et là, il y a une vraie limite et qui, pour moi, fait que, du coup, je m'y retrouve pas. Après, je comprends qu'en utilisation daily, machin, etc. Non, mais en vrai, la problématique, elle est vraie. Mais moi, je suis d'accord sur cet aspect-là. Le truc, en fait, qu'il faut noter, et c'est là où je trouve que la manière dont ils ont paramétré, typé la voiture, en fait, fait sens. C'est que là, tu comprends mieux pourquoi, en fait, ils vont pas plus loin sur cette première version, parce qu'en fait, ça a pas de sens, parce qu'effectivement, si t'as une voiture plus typée, et je crois que je le dis dans la vidéo, je vous en donne beaucoup, hein, c'était pas prévu ainsi, mais en gros, s'ils font une version plus typée, mais que tu peux pas vraiment l'utiliser de la manière dont le typage te donne envie de l'utiliser,
plus de 40 minutes, il y a un problème. Sachant qu'en plus, la voiture coûte des sous et que la clientèle réelle de ce truc, il faut le dire, putain, c'est une réalité absolue, c'est juste des gens qui ont de l'argent, quoi. Ils sont en train, entre guillemets, Alpine, c'est entre guillemets une transformation de Renault Sport, parce que, il faut le dire, par contre, j'ai eu un feeling dans la manière dont la voiture se propose, c'est un peu une Renault Sport. C'est juste que c'est badgé Alpine, il y a des jolis cuirs, etc. C'est plus technologique, c'est plus mignon, ça a plus de prestance, c'est sûr. Mais c'est, entre guillemets, les gens de chez Renault Sport qui font ces voitures-là. Le seul truc, c'est que, en fait, au final, faire une voiture plus typée, ça aurait coûté peut-être un peu plus cher, mais c'est surtout qu'il n'y aurait pas eu tant de clients que ça, parce qu'en fait, dans les essais, même moi-même, je vous l'aurais dit, les gars, en fait, le problème, c'est que là, tu peux pas partir en road trip, ou alors fais un road trip où t'es sûr que à chaque redescente de montagne, il y a une borne électrique. Sauf que c'est pas la manière dont les gens et même la communauté d'ex-Renault Sport vivaient et a envie de vivre aujourd'hui. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que pour un premier produit, c'est quand même vachement bien. Et surtout, en fait, c'est que même si effectivement on s'y retrouve pas dans la logique de l'ancien monde. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est pas dire que c'est pour ça que j'ai tiqué quand tu disais que je disais que la voiture ne peut pas être bien. C'est juste que je la trouve décevante dans le sens de personnes qui aimaient les petites GTI énervées à l'époque, quoi. Enfin, à l'époque, on dirait que ça, je parle d'il y a super longtemps, mais c'est juste il y a quelques années, mais voire même là, juste il y a même un an ou deux où vraiment ça a disparu. Ouais. Mais t'es décevant par rapport à ça. Après, que la voiture soit cool et qu'elle correspond à un certain usage, il y a pas, enfin, j'en doute pas. Je sais qui est derrière le développement de cette voiture. Je doutais pas que ça allait être sympa à conduire. Maintenant, je pense que après, t'as l'air plus enthousiaste qu'avant, mais je pense pas que ça soit un truc très marquant dans l'histoire. Enfin, tu vois, la Ioniq, t'en parles régulièrement et tu dis, c'était vraiment un truc de fou. Mais après, il faut replacer. Voilà, ça va vite. Disons que. Sympa, mais non, en vrai, c'est marquant, c'est un grand mot, mais enfin, comme une Clio 4 RS, c'est pas marquant. Comme même une Mégane RS, la dernière, c'était pas marquant. Et la Clio, comment dire? En fait, c'est comme je vous dis, une Porsche Taycan, c'est marquant quand tu la conduis pour la première fois, parce que tu atteins des niveaux de performance qui n'ont aucun sens. Et une Ioniq 5N, c'est marquant, parce que c'est la première voiture électrique où les mecs puent la passion auto, et ont vraiment fait un laboratoire vendu aux clients. C'est-à-dire que le niveau, tu peux la paramétrer comme dans Gran Turismo. Théoriquement, on vit pas dans un monde où ça c'est possible. Et là, tu peux vraiment paramétrer ta caisse comme tu veux, avec un côté complètement débile, des chiffres complètement débiles, mais ils sont allés au bout de l'expérience, là où Porsche, ils sont en mode non, nous on est Porsche, vous voyez, on va pas faire de folie, tout ça. Et c'est vrai que du coup, un constructeur comme Hyundai, qui entre guillemets s'en bat un peu les couilles, se permet des trucs qu'aucun autre constructeur fait, et qui pour des gens comme nous, et surtout pour des gens comme moi, parce que moi aussi j'ai une approche à cause de la chaîne qui est vraiment, entre guillemets, expérimentale, essayer pour voir ce que ça vaut et vous faire le rapport. C'est cool parce qu'effectivement de l'autre côté il y a si on essaye que des caisses classiques électriques, même une Tesla Model 3 en vrai sur le papier c'est relativement chiant, c'est juste très bien mis au point. Et des véhicules comme la 290, comme la Ioniq 5N et quand toutes ces petites nouveautés, même la Barre 600, en fait ce qui est cool pour nous c'est que non seulement il y a une dynamique sportive à tester, mais il y a aussi, un nouveau chemin, comme à l'époque où on était content. Ouais, tu vois, comme à l'époque où t'avais la 208, on s'en foutait un petit peu, même si c'était cool de découvrir le design et les nouveautés techno, mais la vraie partie qui nous excitait, c'était « Oh, ça y est, il y a le prototype de la 208 GTI qui est sorti, qu'est-ce que ça va donner, Mégane RS, Clio RS ?» C'était ça notre vrai délire. Et c'est le fait que ce penchant-là existe encore, c'est une bonne chose. Maintenant, on est au début du truc et limité par des batteries, donc bien, forcément... C'est pas abandonner le marché de la sportive. C'est ça. Et de pas trop céder globalement, on sait que l'Europe, dans sa bonne partie, veut tuer le plaisir automobile. Ah ouais. Donc c'est quand même cool qu'il y ait des constructeurs qui s'engagent là-dedans. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que, mine de rien, la 290... En fait, le truc, c'est que la 290 me laisse à penser que si on prend Alpine, ils sont dans la bonne direction pour le plaisir de conduite.
On verra pour tous les paramètres autres que le simple fait de prendre du plaisir au volant, parce qu'après il faut augmenter le truc avec du son, il faut typer les voitures d'une certaine manière pour que des gens comme nous, comme Fabien, comme des gens classiques s'y retrouvent à tous les niveaux, c'est toujours la même truc. Mais quand même, cette première version qui aurait pu être vraiment nulle à chier, me laisse à dire, putain, en fait, il y a un petit espoir. Là, par exemple, à la base, A390, je m'en foutais un peu sur la partie roulage. Là, j'avoue que j'ai envie de voir. Là, j'ai vraiment envie de voir parce que quand je vois comment l'A290 m'a fait plaisir dans un usage, on s'en bat les couilles, t'es en famille et tu peux pas faire le fou, et dans un usage plus énervé sur petite route de montagne, tu te dis putain, donc là, après, on va commencer à causer de trucs beaucoup plus techniques, typé propulsion, avec du vrai torque vectoring, pas du faux torque vectoring. Ah, si les mecs ils se donnent comme il faut, il n'est pas impossible en fait qu'Alpine fasse partie des constructeurs automobiles du moment qui sont les meilleurs pour offrir du plaisir de conduite dans une voiture électrique à un niveau autre que Porsche ou de caisses qui sont à 600 chevaux et qui déjà de base, parce qu'elles poutrent, t'offrent un peu de sensation. Ouais, bah oui, il faudra voir. La 390 peut être sympa, après il faudra les vendre, quoi. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais alors, justement, sur la partie vente, je suis surpris de voir le nombre de gens qui sont en attente de savoir ce que cette voiture va proposer technologiquement en termes de recharge. C'est même pas tant le plaisir de conduite qui a l'air de les intéresser, c'est vraiment la potentialité de se dire putain, ça peut être une voiture un peu jolie, avec des chiffres en batterie, en recharge, qui vont être ok. Et tu sens qu'il y a vraiment tout un monde, notamment des propriétaires de Tesla qui sont en mode, moi j'attends juste de savoir si technologiquement ça suit et j'y vais. Et je pense que moi aussi j'étais en mode, mais putain, en fait Alpine ils vont pas les vendre leurs caisses. Et plus le temps passe, plus je suis en train de me dire, en vrai j'ai l'impression qu'il existe un vrai monde où il y a des gens qui veulent ces voitures, quoi. En France. En France. Alors après, forcément, je suis au contact du... Ouais, c'est là où je sais pas... Tu vois, autant je pense qu'en France ça peut bien fonctionner, autant gros point d'interrogation en dehors de France. Ah oui, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est sûr que nous, on est au contact de la France. Ouais, non, mais du coup, c'est pour ça. C'est-à-dire que globalement, ce qu'ils veulent faire, c'est quand même ne pas se vendre qu'en France. Je crois que l'idée d'Alpine, notamment, c'était d'aller aux États-Unis, si je dis pas de la merde. Ça, je crois que c'est plus en très bonne voie. Ouais. Mais non, mais déjà, s'ils arrivent déjà... Parce que même moi, la question, c'était même en France. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par cette voiture? Parce qu'il y a des budgets et on commence à avoir une concurrence en électrique qui fait que, putain, pour qu'Alpine soit convaincant, faut y aller, quoi. Après, ce que tu dis est pas faux sur l'aspect propriétaire de Tesla. Parce que tu vas avoir une partie propriétaire de Tesla, donc qui sont hyper convaincus par Tesla, etc. Et il y en a eu toute une autre partie aussi qui a pris, parce que concrètement, c'était ce qu'il y avait, il y avait que ça de correct, on va dire. Même encore aujourd'hui, c'est quand même très cohérent. Entre le prix, mais entre même au-delà du prix, parce que potentiellement c'est un argument, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tout, globalement, c'était très bien fait. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont être plus sensibles à d'autres aspects de l'automobile, mais qui se sont rabattus là-dessus parce que voilà, il n'y a pas le choix, il n'y avait pas trop le choix à l'époque, et que actuellement, si tu prends ça sur ta boîte et compagnie, bah il faut que la voiture elle soit électrique, sinon tu te fais dégommer en taxes. Donc ils sont obligés de rester dans l'électrique. Et potentiellement, oui, ça peut être une alternative qui fait que des gens veulent sortir parce qu'ils veulent pas acheter 3 Tesla là-dessus. Parce qu'au d'un moment aussi, la Model 3, elle a été restylée, mais c'est pas non plus. C'est la même voiture depuis hyper longtemps, quoi. Ouais, et en équipement, il y a des trucs qui cassent les couilles. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont chez BMW. Et on en voit tous les coins de rue. Il y en a de partout. Au début, Tesla, t'avais un côté un peu... c'était cool, tu vois. La voiture a été la voiture moderne. Les gens disaient, t'as une Tesla. Là, on voit partout. La Tesla, il y en a partout. Même en vrai, limite, je crois, on voit plus de modèle Y que de modèle 3. Oui. Et d'ailleurs, on va en profiter pour poser des questions. Parce que moi, à un moment, je me disais, ok, c'est stylé, j'achète des Tesla. Puis après, c'est pas cher pour une voiture électrique. Mais ça coûte quand même un billet. Les loyers, ils sont pas... Et il y a beaucoup de gens qui roulent avec ça. Du coup, financièrement, c'est quoi vos placements? Dites-moi. Expliquez-moi un petit peu vos structures financières, juste pour savoir, parce que c'est vrai que ça coûte quand même des sous et que c'est comme le Renault Rafale. Actuellement, je vois quand même beaucoup de Renault Rafale, ça aussi c'est un petit billet. Il y avait plein de gens qui disaient quoi, mettre autant dans un véhicule avec un 3 cylindres et tout. Il y a des gens qui s'en battent les couilles et qui vont pleine balle. Autant vous dire que c'est pas un souci pour... C'est toujours le truc d'ailleurs qui est marrant dans les commentaires, c'est ouais, mais comment on fait pour payer une voiture? Regarde dans la rue, il y a des gens, c'est pas leur souci, ils peuvent le faire. Donc Et en plus, quand ça passe sur la boîte, c'est pas le même budget aussi. C'est-à-dire que quand bien même t'es pas dans
une boîte où tu fais des monstres de bénéfices, mais c'est le loyer en tant que tel, c'est pas la même chose que le loyer en tant que tel s'il était sorti de la poche de la même personne. Ouais, bah bien sûr, c'est donc pas la même. ça aide bien, et pour le moment, quand t'es électrique et hybride, mais ça commence à descendre, ça reste hyper rentable sur la boîte de passer sur l'électrique, quoi. On est donc à un mois de la sortie, même un peu moins d'un mois de la 390. J'essaye de me placer dessus, autant vous dire que c'est pas gagné pour des raisons obscures, mais on essaiera de découvrir cette voiture, évidemment, de l'essayer, de l'amener à la maison, parce que c'est encore mieux de les essayer à la maison. D'ailleurs, typiquement SUV comme ça, oui, je pense que c'est clairement un truc à utiliser au quotidien, à amener dans de la vraie journée. Vous avez un book, enfin, franchement, on va reparler une fois sur un podcast dédié, mais qu'est-ce qu'un essai automobile? Quel est le format d'un essai automobile? D'ailleurs, je vais en parler 3 secondes à la fin. Franchement, pour l'entendre, moi, en tant que spectateur, mais dans les coulisses, on va se faire agresser par une branche. Et pour le voir dans les coulisses, des fois, il y a certains essais, on les nommera pas particulièrement, en plus, je les ai pas en tête, mais certains essais où, honnêtement, dire que derrière c'est un vrai essai, non, c'est presque. Mais moi, je peux vous donner des petits exemples. Vous regardez la vidéo de l'Abarth 600, qui est une voiture vraiment intéressante et qui serait, je pense, très intéressante à comparer aussi à la 290. Parce que même si l'Abarth me parle peut-être un poil moins, elle a quand même des atouts qui sont à explorer plus profondément. Mais regardez la vidéo comme elle est faite. Grosse intro, budget de folie, on est au taquet et tout. Plus vous avancez dans la vidéo, plus vous sentez que le temps disponible, le budget disponible, il est... Parce qu'à chaque fois, on a avancé une étape et tu dis, putain, mais en fait, on n'a pas le temps. On arrive au circuit, on nous dit, on a 3 tours. Tu dis, mais 3 tours, nous, on est fait... Enfin, il faut faire les images, il faut même expérimenter à titre perso la voiture avant de vous faire un retour. Avant de faire le retour, ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux se rouler avec et après dire, bon, voilà ce que j'en ai pensé. Déjà même 3 tours, juste pour faire son avis, c'est... Et il y a littéralement des journées d'essai où concrètement t'as l'impression, mais vraiment j'ai l'impression que les constructeurs ils sont là en mode mais écoute, fais un petit tour avec la voiture et rentre chez toi. Et pour ce qu'on essaye de faire, autant vous dire que ceux qui font des vlogs à l'iPhone, des trucs un petit peu moins prises de tête que nous, bah ça peut marcher. Et encore déjà, quand je parle avec les copains, ça peut être ric-rac. Mais autant pour ce qu'on essaye de faire sur Planète GT, des fois, mais c'est tellement sport. Et entre le résultat que vous avez et la réalité de l'essai, des fois, le différentiel, on arrive à le cacher. Mais c'est super chaud. Et attends, juste pour repréciser un truc, c'est que c'est pas l'avantage des constructeurs en plus. Mais oui. Parce que typiquement, à 290... T'es revenu de l'essai, t'étais hyper déçu. Ouais, à 290, tu l'as une semaine. Bah franchement, t'as changé de discours. Mais donc, vrai, je pense que la vidéo sera beaucoup plus. Ah oui, non, c'est pas du tout le même rendu. Valorisante pour le produit, quoi. Ce qui est amusant, c'est que ça, t'as raison. En fait, c'est un sujet quasiment à faire à part entière. C'est que il y a aussi une réalité aujourd'hui sur les voitures qui est toute bête. C'est que c'est des voitures électriques. Et là où à l'époque faire un plein d'essence, c'était très facile entre un petit déjeuner. Là, il faut caler des recharges pour des flottes qui, des fois, représentent 25 voitures sur une journée. Et ça a complètement modifié la structure de certains essais. Et par exemple, la session circuit sur les essais A290, littéralement, c'est une histoire de logistique et qu'il fallait charger une partie des voitures. Donc, le passage au circuit permettait de mettre toute une flotte en charge. Et donc, tu te retrouves à faire du circuit sur une voiture qui peut le faire, mais n'a presque rien à faire là-bas. Bah, déjà pour l'histoire de la batterie, mais même parce que c'est pas son vrai terrain de jeu. Et quand moi, je l'ai amené à la montagne, là, cette semaine, et ben, tu vois que c'était quand même plus intéressant de le faire comme ça. Mais bref, on en parlera à un autre moment. Oui, je pense qu'il y a un vrai podcast à faire là-dessus. Exactement. On va avancer sur autre chose et Fabien va nous parler 3 petites secondes de l'Audi RS5 dont les spy shots commencent à sortir et qui, en termes de chiffre de puissance... Ouais, on est dans la surenchère là. On avait une époque où c'était de plus en plus puissant, mais avec des plus en plus gros moteurs. Là, avec le fait de passer à l'hybride, on part en vrille totale. On a le cas de la C63 avec le 4 cylindres, qui a été très mal accueilli. Mais là, visiblement, la RS5, ça sera un peu le même délire, mais avec un V6, donc avec un V6 biturbo et une partie hybride rechargeable. On va aller chercher du plus de 600 sûr, et après on ne sait pas encore si c'est du 650 ou autre. Et ce qui peut être marrant, c'est que potentiellement ça peut aller manger de la RS6 de l'ancienne génération sans trop de problèmes, quoi. Parce que la RS4, donc maintenant c'est la RS5, mais bon, c'est la RS4, quoi.
elle avait un peu plafonné là, ces dernières années. Ils n'arrivaient pas trop à sortir de puissance. Ils étaient un peu en retrait. Ils plafonnaient à 450 ou un truc comme ça. Et c'était un peu devenu un petit joueur. Là, je pense qu'ils vont se replacer méchants. Mais ça a aucun sens. Mais ça a aucun sens. Je suis assez d'accord. C'est que je comprends pas l'utilité, quoi. Après, le côté hybride fait que si elle a suffisamment d'autonomie, pas de malus ou oui, moins de c'est vrai qu'ils peuvent jouer là-dessus. Mais en fait, voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai essayé la S5, la vidéo est sur la chaîne. Voiture très intéressante, mine de rien, mais pas du tout réaliste. C'est gros, c'est super gros. C'est fait pour les US. Hein. Maintenant, ils en vendent franchement plus trop en Europe. Et puis même, après, il y a je crois qu'il y a le malus, c'est quand la voiture, je crois, elle faisait plus de 1900 kilos. Alors en plus t'as la micro-hybridation. En fait la voiture elle était cool, c'est juste qu'à un moment donné je regardais les chiffres d'autonomie, je crois qu'en usage assez lambda j'étais même pas à 600 bandes d'autonomie avec la voiture, donc si tu commences à rouler bah t'as pas grand chose. Et en fait la réalité en plus de ces caisses c'est que généralement c'est des mecs qui roulent un minimum avec, et moi quand je la ramenais sur Paris je me suis dit mais en vrai là à ce moment là franchement je préfère une version diesel quoi. Et les niveaux de puissance qu'on atteint, c'est cool, mais il y a le poids qui va avec. Enfin, c'est cool d'ailleurs. Non, en fait, on s'en fout. Mais c'est surtout ils arrivent bien le cacher le poids maintenant aussi. Hein. Quand tu vois même les M3 là, les M3 Touring, alors elles sont pas hybrides, mais elles sont quand même bien lourdes. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais elles sont quand même hyper lourdes. Poids. Et par contre, en châssis et en dynamique, les essais sont dithyrambiques. Bon, après, ça c'est pas une caisse de circuit. Tu vas pas y faire de circuit avec un break. Tu vas faire quelques tours d'une urbe à la limite, mais tu vas pas aller taper une session de circuit au circuit de Bresse, aller brûler tes plaquettes en quelques tours parce que ça pèse 3 tonnes. C'est juste que franchement, revenez à des trucs plus basiques, hein, parce que là, il y a des contraintes, il y a le malus, il y a ceci, cela qui joue. Mais tu m'as dit la puissance la dernière fois, je me suis dit mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire quoi ? Sachant que beaucoup de voitures sont dans ce cas-là. Hein, mais bien sûr. Parce que c'est pas très utilisable, mais même les grosses électriques hyper puissantes, en vrai, ça sert à rien. Mais enfin vraiment, non, j'allais vous parler de la puissance de la 290, mais vous attendrez la vidéo, je vous en dirai pas plus, parce que sinon après, déjà qu'elle me prend du temps à faire, elle coûte de l'argent et tout. Bref, ce qui nous amène à parler très rapidement d'une vidéo que je vous ai présentée il y a pas longtemps, la C5 Aircross. Alors, c'est moins puissant. C'est clairement moins puissant. Alors là, autant vous dire, et c'est très lourd. Par contre, en poids, on doit être à peu près pareil, parce que je crois qu'ils annoncent la version hybride à 1900 kg et des poussières. Donc pareil, là, la solution technique de Stellantis qui fait du multi-énergie sur sa plateforme, je crois qu'il l'appelle STLA pour le 3008, Opel Grandland, etc. Ça pèse trop lourd. Par contre, ce qui était intéressant, et je suis curieux d'avoir l'avis de Fabien qui théoriquement a vu la vidéo, c'est sur le style. Parce que ce soit sur le style extérieur, mais aussi sur le style intérieur, parce que j'avoue que Citroën, en quelques années, ils ont vraiment passé par toutes les étapes. À un moment, on a cru que c'était du full low cost, visiblement pas avec ce C5. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, c'est un peu surprenant, parce que du coup, effectivement, on était un peu parti sur l'idée que Citroën allait devenir un peu le low cost, mais... presque en dessous de Dacia, je dirais. Alors que Dacia montait et Citroën descendait il plongeait. Et on comprenait pas. Et ils avaient ce côté un peu rondouillard aussi. Après, ça c'est un petit peu plus devenu un peu plus anguleux, on va dire. Mais là, je suis assez surpris, plutôt dans le bon sens. Après, c'est pas une belle voiture pour autant. C'est quand même mastoc. L'arrière, il est carré, hyper gros. Il rappelle un peu le X3. L'arrière, tu vois, dans ce côté un peu très massif, là où on avait l'habitude d'avoir des trucs un peu plus profilés. Mais après, le truc, c'est que je trouve que ça marche plutôt bien, en fait. Et je me dis que les personnes qui avaient un C5 Aircross peuvent vouloir continuer et renouveler sur celui-là, quoi. Parce qu'on ne voit pas un véhicule low cost, on voit un intérieur, moi, qui je trouve... Personnellement, je trouve mieux que chez Peugeot, en fait. Hein. C'est moins complexe dans tous les sens. Ça essaye moins d'en faire un effet waouh, mais ça a l'air bien foutu. Après, ça a l'air finition, ça a l'air d'en avoir pour ton argent, quoi. Mais bon, c'est... l'offre, en fait, elle me paraît cohérente. C'est ça, plus les autres modèles de la gamme, enfin de cette
de cette plateforme-là que je trouve peut-être moins cohérent. Genre le 5008 est après, hyper par cher. contre, il est hyper cher, mais on commence vraiment, parce qu'autant je pensais qu'ils allaient pas réussir, autant le 3008 et même le 5008, on commence vraiment à en voir beaucoup. Et donc c'est qu'ils ont trouvé leur clientèle malgré les éléments qui moi m'embêtaient. C'est une voiture que j'essaierai le 3008 de prendre à la maison parce que je suis très curieux de voir si ce que je pensais de cette voiture et de la complexification excessive de l'intérieur est réelle ou finalement ça passe, même si vraiment en comparaison avec Citroën. On en revient au sujet de tout à l'heure, c'est que le 3008, tu as eu un essai hyper short. Ouais, c'était n'importe quoi. Du coup, se faire une idée sur la voiture, bah, tu t'en ressors un peu. Enfin, je pense que tu vois surtout ce qui marche pas trop ou qui est déconcertant. Et peut-être à l'utilisation, c'est pas mal. Mais après... Mais je maintiens un truc, c'est que mais ça marche d'ailleurs pour toutes les gens sont trop dans les voitures, que ce soit le 3008, mais même regardez les gens dans une R5, dans les voitures récentes, il y a quand même beaucoup de contraintes techniques qui font que faut regarder les gens sur la route, faites attention à des gens dans la nouvelle Renault 5 ou dans un 3008, on dirait qu'ils sont perchés extrêmement haut dans la voiture. Et rien que ça, pour moi déjà c'est un problème. Ouais, mais c'est parce qu'il faut foutre des batteries dans le plancher, quoi. Donc, c'est sûr que la R5, elle est super jolie. Mais alors, quand tu la vois au milieu de la circulation avec d'autres voitures normales, entre guillemets, tu vois comment c'est hyper haut. Et d'ailleurs, j'ai une question pour le public. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi Stellantis réussit à faire... J'ai failli dire quelque chose que je suis pas encore censé vous dire. Vous parlez d'une voiture, mais pourquoi Stellantis réussit à faire des voitures électriques avec sa plateforme multi-énergie qui n'ont pas cette batterie qui surélève la position de conduite. Exemple, une 208 électrique, t'as pas cette sensation. Une autre voiture que je vous présenterai dans le mois qui arrive, pareil, pas cette sensation. Et l'autre côté, quand tu vas chez Renault, bah, tous les véhicules, même ceux avec une plateforme développée spécifiquement pour l'électrique, font que tu as cette sensation d'être trop haut quand, par exemple, MG, avec la MG4, c'est la dernière que j'ai en tête, tu as quand même une position de conduite qui est un peu rationnelle et qui nous rappelle les positions de conduite classiques qu'on avait dans une berline compacte. Et je comprends pas techniquement pourquoi eux, ils sont pas en mesure de le faire quand d'autres, avec des plateformes limite plus techniques parce qu'il faut aussi mettre des moteurs thermiques, arrivent à le faire. Si quelqu'un peut me donner l'explication, ça m'intéresse. Ouais, alors j'ai pas la réponse. Et donc, on va passer sur un petit truc. Alors ça, c'est vraiment un segment parce que... Non, d'ailleurs, on va commencer par Chris Harris et la 296 GTS parce que Fabien m'a envoyé une vidéo qui est incroyable. Est-ce que tu peux expliquer l'historique un petit peu, tout ça ? Ouais, c'est donc Chris Harris, journaliste anglais. Je sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un des plus influents. C'est un peu le pape. Pour des gars comme Fabien et moi, franchement... les plus connus sont le trio de Top Gear. Et en dessous, si on est un peu passionné, qu'on traîne pas mal sur YouTube depuis longtemps, depuis les débuts de YouTube, Chris Harris, c'est sûr qu'on le connaît. En vidéo, oui. Honnêtement, dessous, je crois que franchement, dites-nous si pour vous... Et en analyse d'une voiture, on est quand même... accessoirement, il y a un autre truc qui fait très bien, c'est qu'il est tout le temps en travers. C'est sa marque de fabrique, donc c'est un truc qu'il a suivi depuis tout le temps, parce qu'on se rappelle même, je sais même pas si c'était YouTube à l'époque, mais il était en travers en 997 GT3 RS dans une forêt, en sortant des gros travers de malade, ce qu'on voyait vraiment pas beaucoup à l'époque. Et donc voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a été sur YouTube avec la chaîne Drive à une époque, qui historiquement Drive c'était YouTube qui a mis plein d'argent sur la table et qui a dit à des médias de faire faites ce que vous voulez. Et donc ça avait des thunes monstrueuses, donc chaque semaine il y avait une vidéo hyper bien produite de Chris Harris, quasiment tout le temps en travers, avec plein de voitures différentes, vous l'essayez machin. Donc ça, c'était un peu l'âge d'or pour Chris Harris. Automobile même aussi, de nous fans automobiles sur YouTube. Sur la qualité des vidéos, c'est clairement, c'était des vidéos chaque semaine et en plus, Drive, c'était plusieurs vidéos par semaine, mais il y avait Chris Harris, il y avait Matt Farah, il y avait d'autres personnes, et donc Chris Harris a fait tout ça. Après, il a un peu disparu parce que l'argent magique de YouTube, ils ont arrêté, donc fallait vivre des pubs, et comme il sait très bien ça suffit pas du tout. Vivre des pubs YouTube, on ne devient pas multimilliardaire, donc payer un cadreur, il y a peut-être plusieurs cadreurs, il devait y avoir plusieurs monteurs, il devait y avoir des ingé-sons, donc des voitures pour les travelling, machin, des budgets de malade. Donc ça a un peu disparu. Après il est allé chez Top Gear, justement, pour le coup.
Ah punaise, d'ailleurs, j'en profite, vous allez pas être d'accord, mais j'ai tellement plus préféré la partie post... Alors, ils ont fait des trucs de ouf, mais ils conduisaient pas. Enfin, si, ils conduisaient, mais il y a plein de moments où tu voyais les plans et bim, d'un coup, il y avait un flou bizarre sur le pare-brise et c'était un beau plan en drift. Et ce que Chris Harris a apporté, j'en profite, je me bats pour ça, Chris Harris a apporté à Top Gear, c'est que les essais des voitures un petit peu perfo et tout, c'était vraiment lui qu'on voyait au volant du début à la fin. Et moi, personnellement, pour... Oui. m'accrocher, me sentir immergé dans le truc, ça marche carrément mieux de voir une caméra au-dessus de ton épaule avec un mec qui met la voiture en travers et qui te donne son ressenti en live que des gars qui font semblant de piloter de ouf quand en vrai c'est un pilote bien plus technique qui s'occupe de tous les plans. C'est mon avis. Parenthèse fermée. Excusez-moi. Sachant que oui, c'est pareil sur tous les Top Gear, parce que même les Top Gear France de l'époque, tous les plans en circuit, c'était encore un peu moins bien fait. Les pare-brises étaient vraiment floutés dégueu. Et, bref. Et donc, ouais, donc Chris Harris a fait Top Gear. Et ça s'est terminé parce qu'il y a eu un accident assez costaud avec un des des trois présentateurs, donc pas Chris Harris mais un autre, qui s'est retourné avec une Morgan Three-Wheeler, donc qui a été défiguré, etc. Bon, il va mieux, hein, mais en tout cas là, ça a mis la fin définitive à Top Gear, en tout cas pour le moment. Et Chris Harris est du coup reparti sur YouTube. Donc tout le monde était content. Le seul truc, c'est qu'on voit qu'il n'a pas les mêmes budgets qu'avant, et accessoirement qu'il a aussi compris que ça marche presque tout aussi bien de s'en foutre royalement et de faire des vidéos. Alors il y a vraiment des vidéos qui sont des pépites de j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont montées par lui-même. Donc tu le vois que genre il a la même compétence que moi sur le truc. C'est-à-dire qu'il y a des coupures, il sait mettre dans le logiciel, il met les morceaux de vidéo les unes après les autres. Il y a des coupures, il y a des moments où c'est pas très cohérent entre le texte, entre les deux plans. Il y a même des sons chelous à des moments. Bref, et donc il y avait tout ça. Donc on était c'est cool, parce que Chris Harris, c'est toujours cool ce qu'il a à dire. Bah oui. Mais il manquait cette époque, cette belle époque où il avait sorti des vidéos mais monstrueuses. Si vous les avez jamais vues, la F12 Berlinetta. Je vous mets les liens. Je vous mets quelques liens parce que en vrai vraiment. F40 et la F50. Alors ça, vous aurez jamais vu une F40 et une F50 se faire mais brûlé sur piste, mais comme jamais. Il est en travers de partout, machin et tout, et c'est incroyable. Bon, après il y en a plein, mais il y a aussi, souvent avec des Ferrari d'ailleurs, qu'il a sorti des trucs de dingue. Il y a la vidéo de la Sainte Trinité. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais ça c'est sur Evo, non? Non, Evo en a fait une, et lui il en avait fait une sur la... Et quand je dis Sainte Trinité, c'est McLaren P1, Porsche 918 et la Ferrari. Et la Ferrari. Et ils ont ramené les trois sur circuit, et cette vidéo, elle est magnifique. Ouais. Et du coup, notre histoire, c'est que du coup, après cette période vlog de Chris Harris, un des plus grands journalistes automobiles et pilote automobile journaliste, ça y est, ils ont trouvé de l'argent, peut-être que pour une vidéo, mais nous, ça nous a fait du bien parce que... visiblement, c'est un probable one shot. C'est un one shot. C'est-à-dire que il a retourné avec Neil, qui est son caméraman historique, qui est hyper doué, et il a retourné avec lui. Ça veut pas dire qu'il va retourner toutes ses vidéos comme ça. Et je crois en plus la vidéo est sponsorisée de Ferrari au final. Alors il y a Ferrari qui est dedans, mais je crois qu'il y a autre chose, je sais plus. Mais bref, ils ont un peu de budget, ils avaient des pneus illimités par Ferrari, et ils sont allés donc au circuit d'Anglesey, qui est le circuit où il a fait toutes ces vidéos que j'ai parlé tout à l'heure, qui est un circuit en Angleterre assez sympa avec du dénivelé et des belles courbes. Et il nous a ressorti avec une 296 GTS des plans de malade mental. Parce que, attends, il y a quand même un paramètre que tu as oublié de donner pour que l'historique soit complet. C'est que, en fait, surtout à l'époque, il avait... Même l'histoire, je vous la fais très rapidement, mais en gros, Ferrari ne l'invitait plus. Il était blacklisté Ferrari. Il a dit très bien, je prends l'information. Il a trouvé il a été blacklisté parce qu'il a dit que, en gros, il a balancé sur Ferrari. Il n'a pas été très cool pas très cool, mais à juste titre, en disant que globalement, il y avait des Ferrari qui étaient étonnamment performantes dans les voitures qui étaient filées à la presse, et que c'était un petit peu visible quand même qu'il y avait du grand n'importe quoi à l'époque, quoi. On en arrive donc à ce qu'il soit blacklisté par Ferrari. Il dit très bien, merci messieurs. Et c'est l'époque où Internet, on est dans les débuts d'Internet. Et en gros, il trouve une Ferrari 450 de YouTube en effet. Et il trouve une 458 Italia. Et pour des gens comme nous, cette vidéo, mais elle est incroyable. Et en gros, il dit puisqu'ils veulent pas m'en prêter une, je vais en prendre une que j'ai à disposition et je vais la piloter
comme un voleur. C'est vraiment, je crois que c'est même le titre de la vidéo. Et il la roule, mais comme un porc sur circuit. C'est magnifique parce que c'est extrêmement bien filmé, donc ça te met tellement dedans, les plans sont incroyables. Et après, et c'est là où c'est la force d'Internet, c'est que la vidéo fait un tel carton que Ferrari se dise, bon, c'est-à-dire, comment vous... merde. Il va peut-être falloir... Et donc, on en arrive à ce que Ferrari aille le voir et lui dise, ok, très très bien. Effectivement, ça a fait beaucoup de vues. On parle de millions, plus d'1 million de vues à l'époque, et c'était énorme pour l'époque. Et en gros, Ferrari l'a contacté, lui a dit, on a une F12, c'est ça ? F12, ouais. On a des pneus illimités. Littéralement, le plan d'intro de cette vidéo, c'est lui posé à côté des pneus qui dit, bon bah Ferrari m'a dit que je pouvais éclater autant de pneus que je veux. Et donc, ils font une vidéo où c'est juste le plaisir de piloter, donner ses sensations et pourrir du pneu. Tout est fait en travers. Et il y a notamment, sur la fin de la vidéo, un full tour. Pas de discussion, pas de blabla, que de la glisse de malade filmé comme pas possible. Qui passe avec un espèce de format effectivement, quand le moment commence, bam, t'as les petites bandes noires qui... ça met pour des gars qui sont passionnés, je vous jure que ces vidéos-là, à l'époque, quand elles sortaient, mais c'était tellement beau. Ça se fait quasiment plus aujourd'hui. Et donc, il y a cette vidéo. Et là, cette semaine, du coup, il a ressorti une vidéo sur cette thématique-là, sur le même circuit, avec Ferrari qui est revenu vers lui pour lui filer une 296 GTS et qu'il puisse refaire la même. Et allez voir la vidéo, on vous la met en description, même si, pour les passionnés que nous sommes, alors que la vidéo est presque mieux filmée techniquement qu'avant, parce qu'il y a encore plus de moyens techniques aujourd'hui, on a les drones, on a tout ça. Il y avait du drone dans l'ancienne, je sais plus, bref, peu importe. Ils ont pas refait un full tour non commenté où juste tu te manges du multi-angle de caméra et du plaisir de voir le Chris Harris mettre la voiture en travers de partout. Ils l'ont pas fait. Et autant vous dire que putain, moi ça m'a brisé le cœur. Mais ça reste excellent d'avoir des mecs qui peuvent faire des vidéos comme ça. Donc profitez-en. Ouais, actuellement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a quand même Haggerty, la chaîne où il y a notamment Henri Catchpole, qui est un des autres journalistes anciennement Devo, qui est excellent. Alors, il est moins bon pilote que Chris Harris, donc il y a moins des plans de furieux, mais le côté émotionnel et passion automobile est quand même cool. Et raconter une histoire. Oui, et il raconte très bien l'histoire, il raconte très bien l'émotion qu'il peut avoir, même en conduisant une voiture mythique. Pas très vite, mais juste l'émotion que ça fait. Et encore, quand je dis pas très vite, on se comprend. Il y a un niveau quand même. Et il peut y avoir quelques vidéos des fois de Top Gear avec Jethro Bovingdon, qui est le Chris Harris bis, on va dire. F458 spécial. Ah ouais. Putain. ça pour moi. Aperta, je crois. Hein. C'est la Aperta mais ça route. Pour moi, je pense vraiment que ça fait partie des vidéos les plus traumatisantes et les plus formatrice sur le concept que pour faire une bonne vidéo d'automobile, il n'y a pas besoin d'argent. Juste rouler fort, si possible. Et mais même des iPhones, on s'en fout, parce qu'il y a une toute petite séquence où il y a plein de GoPro. C'est juste genre 3 GoPro et tu le vois juste une au-dessus de son épaule, une au-dessus de la voiture et un petit plan extérieur où les mecs sont quand même capables de les mettre en glisse dans des routes où je pense route de montagne. Même pas je le tente. Route de montagne. Ah non, mais jamais de la vie tu tentes ça. Et il y a peut-être juste spécial dédicace à Sylvain de Vulcan, qui est le Chris Harris français, on va dire. Ouais, non, vraiment, faut vraiment avoir roulé, quoi. Ça, hein, faut vraiment rouler pour oser faire ce qu'ils font. Et eux, ils le font en commentant. C'est des mecs qui ont la banane, qu'ils essayent une Ferrari ou une Peugeot 205 GTI. Enfin, c'est vraiment des kiffeurs de bagnole. Et ça me fait penser que ça serait marrant de faire une sorte d'épisode où on parle des vidéos marquantes qu'on a vues au cours de toutes ces années. Parce que putain, moi... commence à être vieux là, on commence à en avoir un paquet là. Pennzoil, Gymkhana aussi, c'est vrai que Gymkhana... Gymkhana, surtout les Gymkhana, faut se rappeler qu'à l'époque, c'est sorti de nulle part. Et oui, mais en vrai, c'est choquant. Bref, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui, moi, personnellement, font mon centre de formation, qui font que j'ai pas envie de faire des vidéos nulles. Exact. Et je crois qu'on arrive tranquillement. On va finir avec le dernier petit sujet très rapide parce qu'en vrai je crois qu'on est quasiment sur plus de 50 minutes là. Je voulais rapidement parler d'un truc parce qu'il y a un commentaire qui m'a saoulé. En fait il y a quelqu'un dans les vidéos là, sur la vidéo du C5 Aircross qui a dit ouais de toute façon sur internet il n'y a plus de vidéos passion etc. Et
Je sais pourquoi il a dit ça, parce qu'effectivement, si vous regardez il a dit il y a plus de vidéos passion, il y a que des SUV maintenant et tout. Et je suis un peu d'accord avec lui, et en même temps, faut quand même replacer quelque chose, parce que faut pas oublier que Internet, YouTube, tout ça, c'est gratuit. Et du coup, les gens qui faire une vidéo, c'est pas gratuit. Là, quand j'ai pris la 290, faut payer l'autoroute, il faut amener la voiture à la montagne. Idéalement, il faut un cadreur. Enfin, il y a plein de paramètres logistiques qui font que si tu veux faire une belle vidéo de voiture, c'est du temps, de l'énergie personnelle, mais c'est aussi. Et encore, toi, tu le fais low cost. C'est-à-dire que même quand toi tu estimes faire ta vidéo quali, c'est une quali. En vrai, c'est toi qui fais tout le montage. Oui, c'est-à-dire qu'en plus on parle d'une économie où nous, moi je fais tout. Heureusement sur des tournages, Jordan est là pour m'aider. Mais tout ce qui est montage, s'il y a des effets, on fait tout. Il n'y a pas plus de 2 personnes qui interviennent. Gérer les relations avec les gérer pour prendre les voitures. En fait, c'est ça aussi. C'est que même là, quand tu parles de mettre de la qualité, de la quantité et du coût, t'es déjà sur une approche low cost. Donc pour faire la vidéo passion de dingue. Oui, c'est-à-dire que c'est un billet monstrueux. C'est vraiment compliqué. Et alors, juste pour replacer, parce que c'est un truc dont je prends pas souvent le temps de parler, parce que c'est presque pas votre souci, mais c'est quand même important de le garder en tête. Internet, c'est pas gratuit. Enfin, voir les vidéos, c'est entre guillemets gratuit, et en vrai, sur le papier, vous payez des appareils, vous payez votre abonnement Internet, etc. Vous tapez une pub, théoriquement, si vous n'avez pas de bloqueur. Et donc, en l'occurrence, faire les vidéos, c'est non seulement c'est pas gratuit, mais en plus c'est compliqué. Et de l'autre côté, en fait, il y a un truc tout bête, c'est que vous allez au travail tous les jours, et nous, on doit aller, entre guillemets, on doit travailler tous les jours. Et que si tu fais que des vidéos passion, c'est super cool, pour peu que tu y arrives, parce qu'il faut mettre tous les éléments en place, mais surtout, c'est pas forcément les vidéos qui vont faire le plus de vues, donc moi, j'essaye d'en faire, on tourne des trucs. C'est rarement les vidéos, enfin, si tu regardes, parce que moi, je suis plutôt côté passion, effectivement, tu vois, j'aimerais que tu testes, et d'ailleurs, je te tanne depuis un moment que tu sortes l'essai de la 750S, bref, attention, vous savez qu'il l'a essayé, il a émis des images. Mais du coup, le truc, c'est que si tu regardes la GT3 RS, si tu regardes, je sais plus, tu as essayé une R8, enfin, il y a des caisses un peu costauds. Autant tout ce qui est RS3 et tout ça, ça marche quand même pas trop mal. Parce que, mais par contre, tout ce qui est vraiment caisse pointue, ou même si tu faisais des essais un peu plus de voitures anciennes, mais sportives, ça ferait plaisir à une partie d'entre nous, hein. Moi le premier, hein, vraiment. Moi je suis très consommateur de vidéos sur YouTube, et contenu plutôt anglais, parce que justement ils ont plus de moyens, parce qu'ils touchent plus de monde et ils font du coup plus de vues sur une seule vidéo. Mais quand on voit sur la chaîne, on voit que clairement, même toutes les meilleures vidéos que tu as faites sur des caisses les plus folles, franchement, c'est très loin des scores que tu peux faire sur un SUV. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une réalité c'est ça. financière. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que bien sûr que il y a de la passion. La passion, même sur un Renault Trafic, on essaye de vous mettre même sur un Renault Master, allez voir l'essai de la vidéo du Renault Master, on essaye de vous mettre du kiff dans la vidéo. On pourrait faire un truc lambda, mais c'est pas lui. La passion, il y en a. C'est juste que tu peux pas te permettre de faire que de la caisse passion, aller chercher des voitures à Paris. Le simple fait de faire un Paris-Lyon, tu auras déjà passé un plein sans même avoir tourné une image intéressante. Financièrement, c'est pas intéressant, à moins qu'on ouvre la section membres et que vous soyez 6000 à vouloir mettre ne serait-ce qu'1 euro tous les mois pour à peu près financer le truc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est obligé de continuer à faire des sujets qui fonctionnent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, déjà que ta chaîne tourne. Et pendant ce temps, en sous-marin, on essaye de mettre en place les choses qui permettent de faire en sorte que, quand les vidéos sortent, si possible, elles fassent un petit peu d'audience, parce que c'est super cool de faire des vidéos qui me prennent des temps de montage de folie et tout. Moi, ça me fait kiffer. Mais maintenant, si elles font même 30 000 vues, c'est vrai que c'est un peu short. Donc, dans l'idée, il faut que les étoiles s'alignent pour que quand tu sortes ton contenu, idéalement, il y ait une audience qui soit en attente, que les choses se passent à peu près bien. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc, autant vous dire que la passion, elle n'est pas morte du tout. C'est juste que c'est compliqué de faire en sorte de ne faire que de la passion, et même chercher, à part potentiellement Sylvain de Villebrequin et quelques gars qui vont faire des trucs un petit peu plus de niche, mais qui du coup financièrement sont plutôt en galère.
il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de faire que des sujets passion, mais aussi parce qu'en fait, c'est pas ce qui fait le plus de volume et que le nerf de la guerre, sauf si t'es pas à temps plein ou que t'as des business à côté, sur YouTube, c'est de faire de l'audience pour gagner un minimum d'argent. Après, peut-être que demain, on arrivera à mettre un système en place avec que du sponsor et tu peux dire, en fait, l'argent rentre, donc vas-y, viens, on fait des trucs de niche, il y a des gens qui nous suivent, mais on n'est pas encore là. Donc, mange ton SUV et si t'es pas content, sois patient jusqu'à ce qu'il y ait de la voiture plaisir parce qu'il y en aura. Et il y en aura, c'est important de le dire, en thermique mais aussi en électrique parce qu'encore une fois la mission je trouve c'est de définir si dans ce nouveau monde il peut y avoir des trucs qui vont nous faire plaisir ou si concrètement on se fait chier et on lancera potentiellement une autre chaîne où on ira faire autre chose, mais c'est pas aussi simple que ça de faire de la vidéo passion tout le temps. C'est pas l'envie qui manque et autant vous dire que franchement, encore une fois, je suis là à me casser la tête à faire des rendus inutiles parce que je devrais même pas le faire, c'est de la perte de temps, mais ça me fait kiffer et ça vous apporte un petit truc en plus par rapport à tous les autres. Donc de la passion, il y en a tout plein. On va essayer de tester autant de trucs cool que possible. Petit exemple, j'essaye d'avoir une Honda Civic Type R. J'espère avoir ça. Il y a plein de trucs aussi que j'ai jamais essayé. On essaiera d'aller les chercher. Mais voilà, c'était le petit mot de la fin. Oh putain, on a fait moins d'1 heure. C'est pas mal. Je crois qu'on a fait moins d'1 heure, sensiblement. Si, on a fait 14 minutes sur la première séquence, donc ça va. J'espère que ce petit podcast, cette petite discussion vous aura plu. Donnez-nous plein de recommandations sur la manière de faire. On aura petit à petit, l'apprentissage pour être plus concis, aller plus tout droit si mieux besoin. Préparer aussi. Enfin, faut quand même. Il faut le dire, oui, on est en full impro. Après, le but aussi, c'est juste déjà se roder, mais après, pas forcément d'en faire une vraie émission avec des rubriques, etc. On verra comment améliorer les choses, tester des trucs, etc. On verra si aussi on peut être plus à discuter, etc. Enfin bref, c'est du test. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être qu'on trouvera un nom. Si ça prend de l'ampleur, peut-être qu'on fera les choses de manière plus carrée, etc. Donnez-nous votre avis. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. À plus, ciao.